Bonjour à tous et merci de participer aujourd'hui à cette vidéo interview auprès de Patrice Valentin. Alors bonjour Patrice. Bonjour Margot. Comment allez-vous? Très bien. Ouais. Donc on va commencer par parler d'Irvine, mais dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter? Ok, donc moi j'ai une première partie de carrière comme officier, en particulier dans la Légion étrangère. Je reparlerai sur l'inspiration que j'ai eue effectivement par la suite. Bon, j'ai fait 15 ans de service et ensuite j'ai été entrepreneur en génie écologique, c'est-à-dire spécialiste de la biodiversité en études et travaux. Et je suis toujours d'ailleurs président de l'Union professionnelle du génie écologique et, ce qui nous concerne aujourd'hui, président de l'association Irvine, qui est un centre de formation aux compétences humaines pour préparer les jeunes à construire l'avenir. D'accord. Donc c'est très intéressant tout ça, on va partir un petit peu plus en détail. Est-ce que vous pouvez me dire comment est née justement Irvine? Quelle était l'idée de cette création? En fait, initialement, donc moi ma première partie de carrière militaire était orientée sur la troupe, le commandement. Voilà, j'étais sur le terrain et j'ai fait une partie à la Légion et une petite partie aussi avec des appelés. Et en 1996, le service national a été suspendu et je me suis dit il va manquer quelque chose à certains jeunes qui avaient l'opportunité d'avoir une expérience humaine intéressante pendant leur vie, qui rencontraient d'autres jeunes dans la diversité, et d'ailleurs un petit peu que ce soit des intellectuels bourgeois ou des jeunes avec peut-être moins de chance dans la vie, et ça va manquer. Cependant, avoir un dispositif militaire n'avait pas d'intérêt. Comment peut-on recréer quelque chose qui s'inspire de cette formation humaine pour être capable de former les jeunes qui ont besoin d'acquérir ces compétences humaines. Et donc c'est parti en 2000, et puis je suis passé par la case entreprise, parce qu'il fallait quand même bien effectivement se nourrir, que j'avais pas d'aide particulière de l'État, et puis petit à petit on en arrivait à pouvoir créer Irvine en 2015, après cette expérience aussi d'entrepreneur, qui m'a permis de rajouter toute la partie biodiversité et système vivant dont on reparlera, et donc de compléter la partie d'inspiration militaire avec la partie inspiration du vivant. D'accord, donc c'est quelque chose de très complet, en mettant entre guillemets l'autorité ainsi que la biodiversité. Justement, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le parcours en question? Pour les jeunes, comment ça se passe? Quel est le déroulement? Alors, la première chose, c'est que c'est ouvert à tous les jeunes. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que des fois, comme on a effectivement des jeunes en difficulté, plus ou moins grandes, des SDF, mais aussi des jeunes qui peuvent être décrocheurs, on a tendance à assimiler Irvine avec un parcours d'insertion. Alors c'est pas du tout le cas, même si on peut aider des jeunes qui sont en difficulté. Donc il y a d'abord cette diversité de recrutement où on a, ça va du polytechnicien jusqu'à des jeunes qui ont pratiquement jamais été à l'école. L'autre point aussi, c'est quelque chose qui est inspiré de la Légion, c'est l'anonymat et l'oubli du passé. Quand les jeunes arrivent, on leur demande de ne pas parler de leur passé, de leurs acquis professionnels, etc., ce qui permet de repartir pour tout le monde sur la même base. Une fois que ça c'est fait, on a une première période qui s'appelle le stage de reconnexion, le stage ROC, reconnexion, orientation, cohésion, qui se passe en pleine nature. C'est ce qu'on appelle l'immersion naturelle, qui dure 2 semaines, qui est très intense. Encadré pour partie avec d'anciens militaires et pour partie avec des cadres d'entreprise. Et donc là, on alterne du sport, de la marche, alors surtout de la vie en pleine nature, du bivouac, du travail du sol, etc., etc. Là, on croise à la fois le dépassement de soi par l'effort, le sens de la collectivité et le sens du bien commun par la connaissance effectivement des écosystèmes, et tout ça avec l'immersion en pleine nature. D'accord. Et à la suite de ça, est-ce que le stage se finalise comme tel, c'est-à-dire qu'au bout des 12 jours, 15 jours, on se stoppe là, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à la suite? Alors en fait, ça c'est effectivement que la première partie, donc reconnexion à soi-même, reconnexion aux autres et reconnexion à la vie. Et là, alors évidemment, les jeunes qui viennent, qui sont jeunes pros, qui sont ingénieurs, qui sont étudiants, en général, ceux-là ont déjà des obligations, donc ils repartent dans leur propre parcours scolaire, universitaire ou professionnel. Par contre, les jeunes qui ont besoin qu'on les accompagne, ou alors qui sont en recherche de sens, ou qui sont peut-être aussi en recherche d'eux-mêmes, peuvent rester sur ce que nous appelons la période opérationnelle. Donc la deuxième partie du parcours, qui dure en général quelques semaines, 4 semaines, mais en fonction des profils, ça peut être un petit peu plus long, qui se passe sur une ferme qui a une quinzaine de kilomètres au nord de Rennes, avec une quinzaine d'hectares, sur lequel on a de la permaculture, des plantes aromatiques médicinales, quelques animaux. La finalité, c'est de la mettre en situation de travail en groupe, de vie collective, pour un des points qui est essentiel dans la vie, c'est aimer travailler ensemble. Pas simplement tout seul, de travailler avec les autres, de leur apprendre aussi les bases de certains métiers, bâtiments, paysages, etc., qui sont des gestes effectivement très simples, et de voir, nous, à quel moment ils sont aptes à aller en entreprise.
Et là, on passe sur la troisième période, qui est ce qu'on appelle la période en entreprise. Donc nous avons une entreprise école, qui est une filiale effectivement de notre groupe, qui accueille les jeunes pour les mettre sur des chantiers, et là ils passent en statut salarié, mais encadrés par des professionnels d'Irvine qui sont à la fois formateurs et cadres techniques. Donc en fait, pour ces jeunes qui ont besoin d'avoir une première expérience professionnelle ou même une stabilité sociale, en fait c'est un dispositif qui est continu, on les prend par la main au départ et on les lâche que quand ils sont capables de s'envoler, quoi. D'accord, donc c'est vraiment très complet pour pouvoir aider finalement la jeunesse à trouver du sens, tout en lien avec la biodiversité. Voilà. Tout à fait. Donc là, c'est le point qui est important, c'est que c'est pas simplement une formation au savoir-être ou simplement de l'accès à l'emploi. Ça, c'est très restrictif et je dirais même que nous ne sommes pas une structure d'insertion. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes que nous accueillons, même pour certains qui ont fait des études supérieures, il y a une vraie recherche de sens, d'idéal, de repères qu'ils ne trouvent pas dans le monde qui les entoure. Pourquoi ? Parce que notre société est malade. Elle est malade d'égoïsme, d'individualisme, et ce qui fait que beaucoup de jeunes sont un petit peu perdus. C'est pour ça que je dis que je ne fais pas de l'insertion, parce que insérer des jeunes malades dans le monde malade qui les a rendus malades, c'est comme de mettre des naufragés sur un bateau qui coule, ça sert pas à grand chose. Nous, la finalité d'Irvine, et là c'est vraiment très clair, c'est de former la jeunesse à construire l'avenir. Leur propre avenir, pour ceux qui ont des difficultés de stabilité, parce que s'ils ne sont pas stables, ils ne pourront pas construire l'avenir. Et pour ceux qui sont déjà, je dirais, émotionnellement, techniquement, intellectuellement stables, de dire, on vous donne les capacités d'avoir une vision commune. Et donc, c'est non pas la recherche de sens, mais c'est la réponse à une vision commune qui est basée sur le vivant. Toute la pédagogie d'Irvine est basée sur la relation au vivant, parce que la relation au vivant, c'est la relation au passé. Notre civilisation s'est faite en construction, en harmonie avec les écosystèmes, l'agriculture, etc. Mais c'est aussi une relation au futur, c'est-à-dire, enfin, nous savons comment nous allons construire l'avenir. Donc, voilà, la motivation des jeunes, en général, c'est la recherche de sens. Et puis, pour ceux qui ont vraiment besoin de stabilité sur le plan social ou sur le plan émotionnel, ça leur donne des outils complémentaires, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez me dire, finalement, les grandes valeurs qui ressortent d'Irvine ? Alors, on a un code d'honneur, qui est basé sur les vertus fondamentales de l'humanité. Alors nous sommes dans une société qui est tellement individualiste qu'on arrive à nous dire mais la vertu c'est quelque chose qui est totalement dépassé, la morale ça doit être individuel, chacun fait ce qu'il veut, etc. J'ai dit oui, mais dans la morale il y a quand même un point, c'est que quand vous êtes tout seul dans le désert, en fait, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir de code de conduite ou de code de morale, parce que vous embêtez personne. Dès lors que l'on vit en collectivité, ce qui est le cas d'ailleurs à Irvine, parce que là, que ce soit pendant le stage ROC ou pendant la période opérationnelle, on a une dizaine de jeunes qui vivent en permanence sur la ferme, qui travaillent ensemble, et là on a besoin d'avoir un code de valeur. Un code de valeur d'honneur, simplement parce qu'on doit se respecter, avoir confiance les uns dans les autres, mais aussi de solidarité, et puis des choses beaucoup plus basiques, comme l'entretien de la vie courante, etc. Donc ce code d'honneur, il a été à la base de toutes les sociétés, et il va régir effectivement la vie collective, et surtout amener quelque chose qui est fondamental, qui est une des devises d'Irvine: sans honneur, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, on ne peut pas bâtir l'avenir ensemble. Et là, ce code d'honneur et les vertus qu'on va développer n'ont pas été imaginées ou sorties de nulle part. En fait, c'est celles qui ont bâti notre pays, celles qui étaient dans les villages, celles qui sont effectivement partout, qui nous permettent de dire je suis serein parce que ceux avec qui je travaille, je peux leur faire confiance et eux me font confiance. D'accord. Et donc on parle beaucoup aussi de valeurs humaines, mais est-ce qu'on peut peut-être un peu plus détailler le côté biodiversité? Parce qu'on est quand même dans un environnement, il y a l'immersion en nature, etc. Donc est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus à ce sujet? Tout à fait. Alors, Irvine, c'est donc ce centre de formation pour construire l'avenir. Mais pour faire ça, il faut avoir une vision de l'avenir. Parce que si on dit, écoutez, on va vous donner des compétences et puis après, on verra ce qui peut se faire. Donc, Irvine, c'est en fait une filiale d'un groupe qui est un petit peu plus important, qui s'appelle Utopia, qui est d'ailleurs un fonds de dotation, donc une petite fondation, et qui travaille un peu comme, je dirais, émulateur d'idées depuis déjà quelques dizaines d'années, vraiment sur un modèle d'avenir. Un modèle optimiste, un modèle réaliste, parce qu'il y a déjà des expériences et puis il s'appuie sur aussi l'expérience de nos anciens, qui est de monter un modèle social et économique qui est inspiré du vivant. Donc là, on a un bureau d'études aussi qui travaille dessus, on a des partenaires, entreprises, agriculteurs, donc c'est possible. Et ce modèle, qu'on appelle l'économie vivante, qui est le principe d'Utopia, c'est de se dire que finalement, nous sommes humains, certes, mais nous sommes vivants. Et la vie, ça a un certain nombre de principes. Et le premier, c'est la diversité et la relation. Voilà, ce que l'on voit effectivement derrière nous, c'est finalement la conséquence de l'association de la créativité humaine avec les principes de la vie.
mais on n'a pas changé les principes de la vie. Depuis le commencement, depuis 3,8 milliards d'années, la vie, c'est diversité et relation. Et ça inspire toute la pédagogie d'Irvine, parce que diversité et relation, ça veut dire qu'aucune espèce ne se suffit à elle-même. Elle n'existe qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Et c'est pareil dans une société humaine. Tout seul, on n'existe pas. Il ne faut pas confondre indépendance et individualisme. Que nous soyons indépendants, je pense que c'est vraiment une valeur, mais l'individualisme, ça détruit. Nous avons besoin des autres. C'est le principe des cellules familiales, des entreprises, des villages, des associations, je dirais, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby, en fait, on ne marque pas un essai tout seul. Donc, ce principe de la vie, c'est aussi donner beaucoup d'espérance à la jeunesse, que moi, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir, à partir du moment où on commence, pour une fois, à vouloir le construire. Mais il y a une inspiration. Regardez comment fonctionne la vie. Regardez la fleur et l'abeille. Regardez les champignons dans les racines des arbres, le sol forestier, etc. La vie est puissante, la vie est belle. En s'associant avec elle, en s'inspirant du vivant, on a un modèle qui est un modèle réaliste, pensé par des entrepreneurs, par des agriculteurs, là aussi avec des gens qui réfléchissent aux inspirations qu'on peut avoir. Donc voilà, l'inspiration du vivant, elle est fondamentale. L'autre point sur les vivants, c'est l'immersion en nature, qui est donc la méthode que nous avons. Ils sont tout le temps dans la nature, alors vraiment nature profonde, hein. On marche pendant quelques heures, on monte un bivouac sur lequel il n'y a pas de tente, c'est juste ce qu'on appelle des tarpes, hein, des bâches. On n'a pas le droit d'ailleurs aux lampes de poche sur le bivouac, c'est que des lampes à pétrole, donc ça donne une relation, je dirais, au milieu qui nous entoure qui est très forte. Et là, il y a beaucoup d'études scientifiques depuis quelques années qui démontrent que l'absence de relation au vivant crée des déséquilibres psychologiques et même physiologiques. L'inverse, c'est quand vous vous retrouvez en nature, vous commencez par baisser le rythme cardiaque, baisser la tension artérielle, diminuer les hormones de stress qui sont générées par l'hypophyse, et ça, bon, tout ça, c'est très très bien documenté, hein. Ce qui est normal, parce qu'on revient à la maison. Depuis 300 000 ans que l'Homo sapiens existe, sa maison, ceux qui l'entourent, ce sont les autres espèces. Donc on a donc ces premiers phénomènes physiologiques, et en termes psychologiques, il y a aussi l'apaisement, la capacité de relations intrapersonnelles, la capacité de concentration, etc. Donc l'immersion en nature, c'est pas simplement de l'inspiration, c'est aussi thérapeutique. Et le troisième point, c'est la positivité. Quand on est dans la vie, qu'on observe et qu'on contemple le vivant, automatiquement on peut dire oui, la vie est belle. Et en fait, on a même dans notre chant, le chant d'Irvine, c'est être heureux est une question de choix. Même s'il pleut, et qu'on est dehors, et qu'on n'a pas de quoi s'abriter, c'est nous qui allons décider comment nous nous positionnons par rapport à ces difficultés. D'accord. C'est magique, en fait, tout ce que vous nous proposez aujourd'hui. C'est la vie qui est magique. Nous, on retourne dans la vie, et je n'invente rien du tout. Je pense que c'est le point vraiment essentiel. On s'est inspiré d'une part, comme je vous le disais au départ, du service national, parce que ça a porté ses fruits. Alors, c'était pas parfait, merveilleux, pas pour tout le monde, d'accord, mais quand on était avec des hommes droits, avec des hommes forts, automatiquement, ça fonctionnait. Des deux côtés, hein, évidemment. Et puis après, on a rajouté cette question de la biodiversité, qui est l'histoire de l'humanité. L'homme est apparu il y a 300 000 ans. Pendant l'essentiel de son existence sur Terre, alors je parle de l'Homo sapiens, hein, il était dépendant totalement des autres espèces, la chasse, la pêche, la cueillette, sur une existence nomade. Et puis un jour, il a associé son intelligence créatrice avec la puissance de la vie. Ça s'appelle la révolution agricole, qui se passe au néolithique. Et là, on a effectivement quelque chose qui est très magique, c'est cette alliance. L'alliance de la vision de l'avenir avec la vie. C'est l'histoire de nos villages, c'est l'histoire de nos bocages, et c'est l'histoire même par la suite de toute notre société d'aujourd'hui. Et là, on n'a pas essayé de retourner en arrière, ça n'a pas de sens, mais de s'inspirer ce qui a fondé nos sociétés humaines, basées sur le partage, que le partage des ressources, c'est un point fondamental aussi de la vie, pour se dire, finalement, c'est pas revenir en arrière, c'est s'inspirer sur ce qui fonctionnait autrefois, de rajouter les apports technologiques, les apports de la connaissance et de la science, et pour surtout garder les fondamentaux de l'humanité. Donc oui, c'est magique, mais encore une fois, c'est notre histoire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, pour peut-être donner un ordre d'idée aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous avez des exemples de stagiaires ou de jeunes que vous avez pu avoir chez Irvine, qui vous a marqué, ou voilà, pour donner peut-être une idée de personnes, de vécu qu'on peut retrouver ici? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je vais en donner un certain nombre de panels. Donc, effectivement, on a eu une fois un jeune qui était avec une enfance un petit peu compliquée, la toxicomane et SDF. Il a encore un chemin qui est long à faire parce qu'il y a aussi des... Mais ça a été assez merveilleux. On peut d'ailleurs retrouver sa vidéo sur le site d'Irvine.
Et là, évidemment, du jour au lendemain, passer de la rue à la forêt, alors on est toujours dehors, mais plus tout seul. Et puis avec voilà le fonctionnement, et là on a vu une évolution vraiment radicale de quelqu'un qui reprenait confiance en lui, puis qui se dit d'ailleurs, je me souviens des discussions où il me disait, de toute façon il n'y a que la violence qui pourra résoudre les problèmes de notre monde, etc. Il a dit en fait non, je ne suis pas tout seul, quoi. Bon là c'est le cas effectivement le plus compliqué, et je vous disais c'est pas, nous ne sommes pas structure d'insertion, donc c'est juste des jeunes que l'on peut accueillir, mais un autre jeune peut-être plus classique qui avait été à l'école, voilà une famille de classe moyenne, et puis à un moment avait décroché. Comme ça arrive malheureusement de plus en plus par absence de sens. Pourquoi je bosse en fait? Juste pour gagner de l'argent plus tard, mais pourquoi faire, etc. Puis on se démobilise, on loupe le baccalauréat et puis on commence à passer du temps sur les jeux vidéo, sur YouTube, sur le canapé, et bon voilà, puis quelques petites addictions qui peuvent arriver. Et puis oui, mais c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que même d'autant plus d'ailleurs quand dans une famille, je dirais qui est normal entre guillemets, où on voit les cousins, les amis qui eux font des études, qu'est-ce que je fais là? Et quand on est arrivé chez Irvine, ce qui était radical, c'est comme on a ce principe d'oubli du passé, dans la diversité des jeunes qu'il y a là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de dire d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, leurs problèmes. En fait, on peut en parler de termes individuels avec les encadrants, mais dans la collectivité, on ne revient pas avec tout son passé. Et donc lui, il était plus décrocheur. Du jour au lendemain, il arrivait, c'était un jeune comme les autres, il avait les mêmes choses à faire, et donc ça a redonné une dynamique, et il s'est remobilisé. Il aimait pas tellement le travail manuel, le travail de la terre, c'était pas pour lui, c'est tout, chacun sa vocation. Et puis je lui ai dit, oui, mais dans ces cas-là, reprends des études, mais passe le bac. Et il a recommencé à préparer le bac au mois de janvier, en candidat libre, il l'a passé au mois de juin, et il l'a réussi. Et maintenant, il fait une école d'informatique, donc voilà, ce n'est pas que pour les métiers manuels. Il veut aller jusqu'au Master 2, donc je ne sais pas s'il le fera, mais maintenant, il est libre de sa vie. Il sait ce qu'il peut effectivement faire, quoi. Un autre jeune qui venait, lui, plutôt des quartiers, donc plutôt révolté, des quartiers populaires, et qui me dit « je kiffe pas la France ». Tu me dis ça à moi, ancien officier de Légion, tu kiffes pas la France, tu me provoques. Alors, en fait, je lui ai pas dit ça du tout, je lui ai dit « ah, tu kiffes pas la France ». Moi non plus, camarade. Parce que nos anciens, que ce soit en 14, en 40, quand ils ont voulu défendre la liberté et défendre les valeurs, tout ce qu'on avait, le bien vivre qu'on avait en France, ils l'ont pas fait pour avoir ensuite une société individualiste où tout le monde ne travaille que pour lui-même. C'est pas à ça qu'ils pensaient à ce moment-là. Je parle à ceux qui ont pris le maquis, etc., et qui ont été vraiment volontairement. Tu kiffes pas la France, moi non plus, mais la différence, c'est que moi je ne suis pas révolté. On va construire ensemble, parce que j'ai besoin de toi, la France de demain, quoi. Et là, c'était pour lui aussi radical. Alors, ça a mis un petit peu de temps. Et là, aujourd'hui, c'est un garçon qui est parfaitement dans l'axe et qui nous dit, comme d'autres, en fait, j'ai pas peur pour l'avenir parce que même si je perds mon travail, j'ai les capacités en moi de pouvoir retrouver quelque chose. Et surtout, je sais ce que je recherche comme entreprise. Une entreprise où il y a de la solidarité, une entreprise où je sais pourquoi je travaille, une entreprise où il y a de la dignité. Et là, effectivement, ça me permet d'avancer, quoi. Puis après, un autre jeune, donc il est complètement différent, qui avait effectivement, qui était lui trader, en salle de marché, qui gagnait beaucoup d'argent. Et donc quand il est arrivé chez nous, il a pour la première fois de sa vie échangé avec des jeunes qui étaient au SMIC, voire moins, qui lui ont expliqué ce que c'était que de vivre avec un SMIC. Et là, il a appris des réalités qu'on peut pas imaginer, quand là on a des salaires en sortant d'école, après école de commerce, etc. Alors il était déjà dans une phase de recherche quand il est venu chez nous, il avait à mon avis déjà plus ou moins décidé de quitter. Aujourd'hui il fait de l'enseignement sur les plantes, sur le système vivant, etc. Oui, il gagne beaucoup moins d'argent. Par contre, il sait pourquoi il se lève le matin et la différence avec la maximisation de l'intérêt, du profit, et puis de celle de, non, je trouve un équilibre. Voilà tous ces panels de jeunes. Pour le coup, pour certains, Irvine était juste une petite étape. Ça a mis effectivement un déclencheur qui leur a permis de passer à autre chose et de faire d'autres expériences. Et pour d'autres, c'était vraiment fondamental. Mais nous, notre but, c'est de leur laisser la liberté de choisir et non pas déterminés par leur passé, par l'absence de diplôme, par des troubles psychologiques pour certains, par des addictions, de les rendre libres pour qu'ils construisent eux-mêmes leur avenir et pour qu'on puisse construire l'avenir ensemble. D'accord. Oui, donc c'est vraiment très important aussi pour cette jeunesse-là de pouvoir trouver du sens. Donc, ce qui serait intéressant de savoir finalement, c'est quelle est votre vision pour 2024? Parce que là, on est en 2023. Ouais. Quel est l'avenir que vous donnez à l'association Irvine? Alors, l'avenir pour 2024, il va dépendre aussi de l'avenir à plus long terme que l'on a. Comme je l'ai dit, la finalité d'Irvine, c'est de construire la France de demain, le monde de demain. Mais enfin, on commence par chez nous, par la France. Et donc là, je pense que nous sommes aujourd'hui, objectivement,
dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité. Il y a des choix à faire. Et ce choix, c'est pas de mettre de la technologie pour réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère, c'est pas d'avoir moins d'impact sur les écosystèmes, ça c'est des choses assez anecdotiques qui ne travaillent sur les conséquences de notre modèle. Là, objectivement, c'est maintenant que nous allons choisir, voulons-nous être heureux? Et le bonheur n'existe que dans la relation à l'autre, que aussi dans une vision partagée qui demande des efforts et peut-être ou même sans doute, ou certainement de la sobriété, mais on sait pourquoi on l'a. Et donc là, cette bascule-là, je voudrais que Irvine soit l'un des artisans de cette bascule. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de démultiplier Irvine. Ça fait déjà une dizaine d'années que nous expérimentons Irvine. Les résultats, en fait, je vous dis simplement aux téléspectateurs, venez et voyez, c'est pas compliqué, c'est pas moi qui vais en parler, c'est les jeunes qui vont en parler. Regardez les vidéos sur le site, regardez leurs témoignages, j'ai pas besoin de plus là-dessus. Et là, on sait que ça marche, à un moment où la France a besoin d'espérance, à un moment où une certaine jeunesse met le feu aux banlieues, à un moment où les forêts brûlent, et tout ça c'est lié. Hein. C'est pour retrouver de la construction, c'est l'histoire du phénix, de renaître de ses cendres, eh bien c'est cette période-là, il faut qu'on change de dimension. Donc moi pour 2024, c'est le décollage d'Irvine. Qu'on puisse mettre des centres Irvine dans différents départements et puis après dans différentes villes. Là, on peut former jusqu'à 100, 150 jeunes par an, ce qui est anecdotique par rapport aux besoins. Alors moi, je suis peut-être un petit peu mégalo, mais je dirais que cette mégalomanie, elle est à l'image des problèmes de notre société. C'est des dizaines de milliers de jeunes qu'il faut former aujourd'hui, des jeunes apaisés, dans l'espérance, qui ne sont pas dans la révolte, qui sont avec une vision extrêmement positive et qui ne sont pas être dans l'éco-anxiété ou dans l'angoisse du métier qu'ils vont avoir, mais se dire, de toute façon, si je suis pas tout seul, quoi qu'il arrive, on va pouvoir le faire ensemble. Et moi, 2024, c'est l'année de l'épanouissement et du développement d'Irvine. D'accord. Irvine étant une association, comment fonctionnez-vous sur la partie financement pour vivre de tout ça, justement? Alors aujourd'hui, et je le regrette énormément, nous avons pratiquement aucun soutien des pouvoirs publics. Ce qui est d'ailleurs assez hallucinant, parce qu'on a eu quand même ici 2 ministres qui sont venus nous visiter, des députés, des élus du conseil départemental, etc., qui ont vu les jeunes, et nous n'avons jamais eu la moindre remarque dessus, et la pédagogie fonctionne. Alors, on a quand même un petit peu d'argent public sur différents départements, mais c'est quoi? C'est à peine 3-4% de notre budget annuel. Donc voilà, on n'a pas d'aide publique, malgré des rencontres presque au plus haut niveau de l'État. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement du mécénat. Mécénat d'entreprise, mécénat de particuliers, mécénat de grands donateurs. On développe en ce moment un modèle plus autonome avec l'entreprise école dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va aussi générer des revenus, et aussi un centre de formation pour les cadres d'entreprise, entre autres les cadres de contact, les chefs d'équipe, les chefs de chantier, qui sont ceux qui prendront la relève des encadrants d'Irvine. Je veux dire, si jamais moi je redonne de l'espérance à un jeune et que j'envoie dans une entreprise et qu'il n'est pas respecté et qu'on est injuste avec lui, je ne peux rien faire. Parce que je ne peux pas leur apprendre à accepter l'injustice vu que moi-même je ne sais pas faire. Et donc ça peut clasher. Or, des fois, l'injustice, elle peut être perçue alors qu'elle n'est pas forcément réelle, c'est de la maladresse. Donc former les cadres d'entreprise à l'encadrement, à l'autorité juste, tout ce qui n'est pas fait dans les écoles, c'est un point qui sera aussi une source de financement pour nous. Cependant, il ne faut pas rêver, ça c'est du moyen terme, et à court terme, nous avons besoin de donateurs, nous avons besoin de partenaires. Alors, ces partenaires peuvent être soit des particuliers qui croient que Irvine, c'est un outil parmi d'autres qui est utile pour la France, qui répond aux besoins de la jeunesse, mais aussi des partenaires entreprises. Parce que finalement, Irvine est au service des jeunes, au service de la France, mais aussi des entreprises. Parce qu'une des grandes difficultés des entreprises aujourd'hui, c'est le recrutement de la génération montante, mais aussi le comportement. Si les jeunes n'ont pas envie de travailler ou qu'ils ne savent pas travailler ou qu'ils ne comprennent pas comment travailler, c'est juste destructeur pour l'entreprise. Ce qu'on appelle le désengagement, qui peut être réel, c'est-à-dire on part, ou simplement ne plus travailler en entreprise. Et donc là, pour les entreprises qui nous financent, qui seraient des entreprises avec qui nous partageons les valeurs, c'est un point qui est vraiment essentiel, c'est pas simplement du mécénat. C'est de l'investissement par la suite pour pouvoir recruter des collaborateurs qui sont fidèles, qui sont engagés pour l'entreprise, avec qui on partage des valeurs. Comme je disais tout à l'heure, nous avons une grande ambition pour 2024. En fait, nous sommes une start-up à la fois écologique et sociale, et nous sommes vraiment dans cette partie de la start-up où on a fait notre recherche et développement. Alors nous, c'est pas dans un garage parce qu'on n'est pas dans la techno, c'est dans un poulailler, objectivement. Mon bureau, c'est un poulailler. On a fait tout ça, on a expérimenté, on a testé, on s'est trompé, on s'est relevé, et là, on a des résultats qui sont merveilleux. Enfin, moi, je suis émerveillé par l'évolution de nos jeunes qui, en quelques jours, changent physiquement. Alors physiquement, comment? Parce que
Au début, ils sont comme ça. Alors c'est parce qu'ils ont peur de l'avenir, ils n'osent pas regarder, ils n'ont pas confiance en eux. Puis le portable nous amène à une attitude qui est vraiment pas ouverte vers les autres. Mais là, il n'y a pas de portable pendant nos stages, donc ça aide. Et là, on a confiance. Mais quand j'ai confiance, je me redresse, je regarde les autres. Et le point fondamental, et je vous dire que j'ai beaucoup d'images qui passent dans la tête quand je vous dis ça, c'est le visage qui s'éclaire. On a des jeunes qui se mettent à sourire. Et qui sourient parce que joyeusement, ils s'amusent, qui retrouvent un petit peu... Il y a une qui nous a dit d'ailleurs un jour, et qui avait pourtant un passé très très difficile, « Ah, mais j'ai rigolé comme quand j'étais enfant. Et j'avais plus fait ça depuis des années. Je rigolais quand j'avais bu, ou je rigolais pour faire un peu bien, etc. Et là, en fait, je me suis lâché, quoi. » Donc, quand on voit effectivement ces merveilles-là, on se dit, on a testé, ça fonctionne. Et je vous dis, on est une start-up. Et une start-up, quand elle sort de son prototypage, elle a besoin de beaucoup d'argent tout de suite. Ça s'appelle la vallée de la mort. C'est très bien connu par les start-upers. Et en France, on ne sait pas faire ça. Donc, on a besoin d'investisseurs aujourd'hui qui nous accompagnent. Moi, j'ai pas besoin de mendicité, si vous voulez. Ce que je recherche, c'est des partenaires qui nous disent, écoute, petit, ton truc, c'est pas mal, mais t'es un peu petit, là. Moi, je vais venir avec toi, avec mes idées, avec mon entreprise, avec mes partenaires, avec des idées de structuration. Peut-être que je vais te donner quelques contraintes pour effectivement développer ça. Mais là, on a besoin, évidemment, de moyens financiers importants parce que la jeunesse en a besoin. Que, indépendamment de la jeunesse, il n'y a pas d'avenir pour notre pays si la jeunesse ne s'engage pas. Et puis, surtout, mais on se marre. Même ceux qui viennent nous aider. Souvent, dire, ouais, vous venez ici, mais ouais, je ne sais pas si ça va marcher. Mais comme on est dans l'espérance, on est dans la joie et la positivité, au moins l'instant d'aujourd'hui, il est gagné. Donc ceux qui vont venir avec nous, ça leur redonnera à eux-mêmes aussi de l'espérance, quoi. D'accord. Et justement, pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, comment on peut contribuer à ça? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez des endroits pour pouvoir faire les donations, justement? Voilà, c'est très simple, c'est très bien fait. Il y a une rubrique Nous soutenir sur le site internet, il y a marqué don, soit directement en ligne, soit par virement, soit par chèque. Et puis pour des entreprises, ça peut être aussi de nous fournir des chantiers. Entre autres dans le bâtiment, dans la démolition, etc. Des chantiers simples, parce que nous n'avons pas des techniciens. Mais sinon, pour les dons en ligne, voilà, tout est expliqué. C'est défiscalisé, parce que nous avons un fonds de dotation. Et il y a aussi pour les entreprises la possibilité de nous donner leur taxe d'apprentissage. On est sur des logiques de formation professionnelle. On accompagne les jeunes dessus, donc nous sommes éligibles à la taxe d'apprentissage. Et on peut même faire les deux, taxe d'apprentissage et mécénat. Donc, c'est pas interdit. Il y a tous les biais qu'on peut utiliser Exactement. pour ça. Voilà. C'est super. En tout cas, la dernière question que je voulais vous poser, c'était de savoir, est-ce que le site est accessible au grand public? Est-ce que les personnes qui nous regardent aujourd'hui peuvent venir directement ici découvrir l'environnement d'Irvine sur le terrain? Tout à fait. Alors, c'est pas n'importe quand, parce qu'on travaille aussi un petit peu de temps en temps. Et puis le week-end, les jeunes se reposent. Des fois, on a ces demandes. Donc là, on va les afficher sur le site, mais dans les semaines qui viennent. Donc, ça va être en place de faire des journées portes ouvertes ou accueil, 1 ou 2 fois dans la semaine. Il suffit simplement de s'inscrire, de venir sur place. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'une seule personne, de rencontrer les jeunes, d'échanger avec eux. Même un jeune qui s'interroge un petit peu, de passer une journée ici, de faire des chantiers participatifs. Alors, il y a pas mal de techniques qu'on peut effectivement apprendre ici. Donc voilà, tout ça, ça se met en place et au contraire, les gens sont les bienvenus. Mais je répète, dans les créneaux qui sont prévus, parce que voilà, on a un peu de boulot quand même, quoi. J'imagine, même beaucoup. Suite à tout ce qu'on peut entendre dans les médias, les réseaux sociaux, etc., concernant la jeunesse, et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Quelles sont les difficultés? Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut leur apporter à tout ça, finalement? Alors, le plus important, c'est l'espérance, mais l'espérance, c'est pas quelque chose de vague. C'est effectivement une vision à avoir. Et effectivement, la jeunesse est un peu perdue aujourd'hui parce qu'on leur reproche de ne pas avoir de repères, mais les seuls qui sont responsables de ça, ce sont les grandes personnes. Le terme de grande personne, c'est Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, et je pense que c'est vraiment ça. Donc oui, on a beaucoup de jeunes qui disent « mais où je vais, vous nous montrez pas la voie. D'ailleurs, vous-même, vous êtes un individualisme et vous nous le reprochez. » Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques pour la jeunesse. Et on les voit pour certains qui se perdent un peu comme ça. Donc je vais dire un petit peu les différents scénarios qu'ils peuvent avoir. Il y en a un qui peut être le repli sur soi. Le repli sur soi qui peut être aussi de se dire je me mets dans la campagne, je prends un petit morceau de terrain, etc. Mais nous avons besoin de se donner les uns aux autres. Et donc, je dirais même la production agricole doit fournir aux autres et se dire j'attends que le monde s'écroule et je me mets à l'écart. On peut pas vivre en dehors d'une société. C'est pas le plus embêtant. Il y en a un autre qui est le cynisme. En se disant de toute façon c'est comme ça, j'en profite et puis la technologie nous trouvera bien une solution et puis bon il y a les 2 tiers de l'humanité qui est en grande difficulté aujourd'hui mais moi c'est pas mon problème et je continue à bouffer comme un cochon quoi d'une certaine manière. Et là il y a un très grand vide dans l'âme parce que ça peut pas marcher. On va être sur une course individualiste toujours plus
Or, la possession ne rend pas heureux. Enfin, ça se saurait, hein, ça se verrait. Et d'ailleurs, on voit bien notre société qui est comme une société de riches. Je dirais même les plus pauvres de France par rapport à quelqu'un qui est en zone de guerre ou qui est en situation de famine. Voilà, on a quand même une certaine abondance, mais on a ce que l'on veut, on a la communication, les smartphones, etc. Et pourtant, la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ne fait qu'exploser, hein, les cures psychologiques, etc., etc. Donc on voit bien qu'on n'est pas heureux par la possession. Il y a aussi une autre piste qui est celle de la révolte. Alors la révolte, c'est je supporte pas ce modèle et je vais le détruire. Et ça se passe soit dans les extrêmes politiques, gauche ou droite, voire l'écologie de révolte, voire religieuse, qu'on voit de plus en plus. Donc on reprend le repli sur soi, etc. Et là, ça fait mal. Ça fait mal aux tripes parce qu'on est tourné sur soi-même. Et en plus, ça construit pas l'avenir. Le fait de nous dire il y aura une bonne guerre, un bon clash et on construira par derrière. Moi, j'ai eu l'expérience de la guerre civile parce que je suis beaucoup intervenu dans les Balkans, hein, Sarajevo, etc. Il y a pas de bonne guerre, hein, ça n'existe pas. La guerre, elle est mauvaise par nature. Des fois, il faut la faire parce qu'on n'a pas le choix, mais il n'y a pas de bonne guerre. Et combien de temps faudra-t-il pour récupérer les destructions humaines qu'il y aura dessus? Donc ça, c'est effectivement un autre piège que l'on peut avoir. Ensuite, il y a le piège de sortir du réel. Ce sont les addictions. Et là, on en voit de plus en plus. J'ai parlé tout à l'heure des antidépresseurs et des anxiolytiques. Un petit peu dommage, on a quand même voilà une vie qui peut être belle, mais il y a aussi les addictions alcool, drogue, quelles que soient les drogues, on en voit de plus en plus, et l'addiction aux écrans, des gens qui passent 5, 10, 6 heures, 7 heures, même plus des fois sur les écrans, on n'a plus de lien avec le réel, on se replie sur soi-même, et après, ces déviances, ce qui peut être pornographie, etc., au lieu d'avoir une relation vraie avec quelqu'un, on est dans des fantasmes, c'est pas possible, quoi. On peut pas être heureux avec ça. Et donc voilà, ça c'est les différentes pistes. Nous, ce que l'on essaye de proposer, et je dirais c'est pas nous d'en haut pour les jeunes, c'est avec eux ensemble. Oui, le monde n'est pas parfait. Oui, en ce moment il est en grande difficulté. Je peux pas nier les inégalités, je peux pas nier les phénomènes écologiques, etc. Mais au lieu de décrire des scénarios catastrophes, au lieu de décrire l'avenir, c'est d'écrire l'avenir. Parce que l'avenir, je peux vous dire exactement ce qu'il sera. Je peux dire aux jeunes exactement ce que sera l'avenir. Il sera exactement ce que nous voulons qu'il soit, pas autre chose. Si nous ne décidons pas nous-mêmes de cet avenir, si nous ne décidons pas que ce sont les valeurs humaines qui doivent être à la base de l'avenir, ce ne seront jamais les valeurs humaines qui soient à la base de l'avenir. Et de dire « Ah, mais que fait le gouvernement? Pourquoi n'impose-t-il pas les valeurs humaines ?» Ah ben, typiquement, le gouvernement peut faire plein de choses, mais pas les valeurs humaines. Pas l'honneur, pas l'honnêteté, pas le courage, pas la loyauté, pas la solidarité, etc. Pas le fait que je puisse avoir confiance en mon voisin. Si la confiance à mon voisin, c'est uniquement, il y a une loi qui lui interdit de m'attaquer, le niveau de confiance est quand même... Ça reste limité. Ça reste limité. Limite, ouais. Donc voilà, c'est pour ça, l'avenir, c'est construire ensemble, ce qui n'empêche pas de se retrouver peut-être sur un morceau de terrain pendant un temps, mais pour reconquérir nos territoires, pour reconquérir l'économie et puis surtout être confiant dans l'avenir parce que nous avons confiance les uns dans les autres. Donc ayons confiance en chacun. Pour le mot final, ce qui va être un petit peu la synthèse entre mes deux carrières, celle qui est militaire et celle qui est davantage dans la biodiversité, qui est une de nos devises, à l'assaut et vive la vie. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Patrice, avec grand plaisir pour la présentation d'aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas cette interview vous aura plu et que les participations se feront sur le stage Irvine ou bien en donation. En tout cas, merci à vous et à très bientôt.